J'ai le plaisir d'avoir autour de la table le préfet Raphaël Loméoté, qui nous expliquera peut-être un petit peu maintenant quelles sont ses fonctions exactement. Catherine Perraudin, avocate et médiatrice, et Xavier Libert, donc président de tribunal administratif honoraire, est devenu maintenant médiateur. Anne-Laure Girard, professeure d'université, est excusée en raison des grèves. On aurait pu avoir pour la première fois une table ronde paritaire. On n'a pas été très brillants jusqu'à présent, mais on va se rattraper cet après-midi, vous allez voir. Alors, juste pour introduire cette table ronde, le thème c'est un thème assez original et peut-être même un peu polémique, hein, médiation et police administrative en tout cas. L'ordonnance du 16 novembre 2011 qui avait transposé dans le Code de justice administrative la directive de 2008, la directive européenne sur la médiation, avait vraiment fait une transposition à minima et excluait donc expressément, comme le faisait la directive, de son champ les litiges concernant la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique. Donc, les litiges en matière de police, la médiation en matière de police administrative n'était pas envisageable après cette transposition de la directive en 2011. Mais elle l'est devenue depuis que la loi du 18 novembre 2016, la loi justice du XXIe siècle, n'exclut plus par principe quelconque matière du champ de la médiation. Tous les contentieux administratifs sont éligibles à la médiation. La seule limite qui est fixée par un article législatif du Code de justice administrative, le L213-3, c'est qu'un accord de médiation ne peut porter atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition. Et je crois bon de rappeler, avant de donner la parole à nos invités, que même en matière de police, l'administration n'a jamais une obligation absolue d'agir, ni encore moins d'agir d'une seule façon. Et on peut résumer la jurisprudence du Conseil d'État à cet égard en citant les conclusions du président Gentot sous un arrêt d'Assemblée du Conseil d'État du 7 mai 1971, ministre des Finances contre Sastre. C'était l'époque où on pouvait encore citer le nom des partis dans les arrêts du Conseil d'État. Et je le cite. L'administration n'est pas tenue d'utiliser les moyens dont elle dispose pour mettre à tout prix un terme aux infractions dont se rendent coupables les citoyens. La règle traditionnelle en matière pénale suivant laquelle le ministère public est maître d'apprécier l'opportunité de poursuivre un délinquant s'étend à l'action administrative. La jurisprudence reconnaît donc une marge d'appréciation aux autorités de police pour décider, comme en droit pénal, de l'opportunité des poursuites et une marge encore plus grande pour décider des moyens à mettre en œuvre. De fait, on constate que des tribunaux administratifs ont osé proposer des médiations dans des litiges de police administrative. En 2019, il y a eu 25 médiations engagées, 16 se sont terminées, et sur les 16 terminées en 2019, 13 ont abouti à un accord, c'est-à-dire 81% d'accord. La plupart portent sur des arrêtés de stationnement, mais aussi sur des immeubles menaçant ruine, et il y a même effectivement, comme le disait Philippe Gazagne, quelques cas en contentieux des étrangers qui commencent à apparaître. Alors, nous avons la chance, donc, pour commencer, d'avoir avec nous un représentant du corps préfectoral, particulièrement investi dans le développement de la médiation. Et Monsieur Loméoté, je voudrais vous poser la question, est-ce que, en tant que promoteur de la médiation auprès du corps préfectoral, vous avez le sentiment d'être entendu? Est-ce que les choses bougent? Oui, les choses bougent. Merci d'abord de m'avoir invité. Alors j'étais préfet jusqu'à il y a quelques mois et maintenant je suis en fin de parcours, donc je vais me spécialiser dans la médiation. Et comme j'avais été magistrat administratif dans une carrière antérieure, finalement je fais la boucle à la sortie. Et je vais faire, comme bien d'autres, un peu de médiation pour faire en sorte que ce dispositif se développe. Alors oui, ça progresse. Parce que les préfets, en matière de police administrative, la plupart de leurs actes, enfin un grand nombre de leurs actes, sont contestés devant les juridictions administratives. Évidemment, en droit des étrangers, c'est une grande majorité des actes sont contestés, mais également dans la police de l'environnement, dans la police de l'eau, police des installations classées, police des débits de boissons, etc., etc. On pourra y revenir dans un instant. Ça progresse, mais il y a des freins. Les freins, ils sont d'abord au sein même des administrations. C'est-à-dire que les bureaux du contentieux dans les administrations,
ils sont ils sont habitués à faire des mémoires pour les tribunaux, voilà. Quand on leur dit est-ce que vous êtes d'accord pour une médiation administrative, et là le chef du bureau ou le directeur du service se dit bon voilà, pourquoi finalement on ira en médiation, on est à peu près sûr de gagner, on a pris tous les éléments qui vont bien, on a une jurisprudence qui est favorable, voilà. Donc je pense qu'il y a un frein, c'est la tradition de la méconnaissance de ce qu'est la médiation par les administrations elles-mêmes, les problèmes de financement du médiateur, parce que les préfectures et les administrations, en tout cas déconcentrées, que je connais bien, n'ont pas de moyens financiers particuliers. Ils ont, il y a une ligne des contentieux, évidemment, mais c'est en général pour payer les frais irrépétibles qui sont fixés par le juge administratif, ou ce sont pour rembourser des dossiers dans lesquels l'administration, la responsabilité d'État a été reconnue, où il faut payer. Mais actuellement, la nomenclature de la LOLF sur ces crédits-là ne permet pas de payer un médiateur. Pourtant, ça coûterait moins cher. Donc, lorsque nous avons fait une formation des préfets le 22 novembre dernier, à laquelle vous aviez bien voulu accepter de participer, ainsi que le président Gazagne aussi, le monsieur Toubon était venu aussi, puis tous les directeurs d'administration centrale qui concernent le plus directement les préfectures, l'intérieur, l'environnement, l'agriculture et les ministères sociaux, on avait mis en avant ce sujet. Donc il y a un frein. Mais la sensibilisation des préfets fonctionne parce que les préfets sont convaincus que c'est un outil supplémentaire pour eux, pour finalement accélérer le règlement des conflits et pour faire en sorte que l'administration, l'action administrative, si je puis dire, puisse fonctionner de manière plus apaisée. Donc on a commencé par la tête, et maintenant il faut poursuivre pour aller jusque dans tous les corps de l'administration centrale aussi. Il faut peut-être remonter à la centrale et puis descendre jusque dans les méandres des différents services déconcentrés de l'État, dont certains sont peut-être représentés ici. D'accord. Et quels sont les domaines régaliens qui, selon vous, se prêtent le plus facilement à la médiation? Alors, je vous parlais d'expérience. Quand j'étais en Alsace, on avait eu la médiation pour régler le problème du Grand Hamster d'Alsace et les différents contentieux sur tous les sujets que nous avions pour la petite déviation, l'organisation d'une petite zone, etc. On aurait pu régler avec les associations de défense de l'environnement, Alsace Nature et d'autres, des tas de sujets localement dans le cadre de médiation. On n'avait pas à ce moment-là, dans les années 2006-2010, cet outil. Voilà. Donc je pense qu'en matière de police de l'environnement, police des installations classées, il y a un champ majeur qui peut s'ouvrir sur permettre en tout cas des médiations. Je vais vous donner deux, trois exemples. Prenons par exemple, souvent les contestations proviennent de riverains, d'associations. Alors évidemment, parfois ce sont des associations nationales, mais souvent c'est l'association locale, voire de particuliers, sur des sujets qui sont la création ou l'extension d'une entreprise industrielle, l'extension d'une porcherie, la création d'un méthanisateur, la mise en place d'un champ d'éoliennes, etc., etc. Donc ce sont des procédures. Alors on dit que c'est du régalien. Oui, c'est du régalien, mais c'est du régalien adapté parce qu'il y a une procédure de consultation très importante qui se déroule en amont. Et alors on dit oui, mais toutes les possibilités d'accord ont déjà été évoquées pendant la procédure de consultation. Eh bien non, parce qu'en réalité, lorsque l'arrêté du préfet est pris, que l'arrêté est contesté, qu'il est devant le juge administratif, cette fois le porteur de projet, parce qu'il y a un troisième larron qui est le porteur de projet, qui est l'industriel, qui est celui qui a un intérêt économique à l'affaire, à la chose. Lorsque le porteur de projet voit que l'arrêté est contesté, il a, si je puis dire, l'épée dans les reins, et à ce moment-là, il est prêt à faire davantage de concessions. Donc c'est vraiment le moment d'entrer en médiation, y compris même à l'initiative du préfet, puisque la loi le permet, une
médiation à l'initiative des parties, de demander donc une médiation, et là, on va pouvoir travailler sur l'amélioration des mesures de compensation, sur le changement des horaires, sur la modification des itinéraires des camions, sur la modification du plan d'épandage, pour s'il s'agit d'une installation avec des rejets, sur des choses très très concrètes. S'il s'agit d'un abattoir, il y a des odeurs, des choses comme ça, on va peut-être trouver une alternative pour mettre en place un système qui va atténuer les odeurs, pour mettre en dépression par exemple un système pour capter l'air qui serait porteur d'odeurs qui pourrait se diffuser dans le voisinage. Donc tout ça peut faire l'objet d'un accord transactionnel qui ensuite est pris en compte par le préfet dans le cadre d'un arrêté modificatif, sous réserve naturellement du respect des droits des tiers, hein, évidemment, mais je pense qu'il y a vraiment tout un tas de sujets qui sont tout un tas de possibilités qui sont offertes dans ce domaine-là. Un deuxième domaine, je serai beaucoup plus bref, c'est le domaine de l'environnement. La police de l'environnement. Il y a actuellement une politique de mise en place de la continuité des cours d'eau. Voilà, les petits étangs qui étaient là pour la pêche, etc. Moi, j'ai été préfet en Haute-Vienne, donc il y a 3 ou 4 000 étangs en Haute-Vienne, hein, des petits étangs qui font moins d'1 hectare. Et donc, les services de l'environnement disent oui, il faut absolument que soit vous faites un bypass, enfin un contournement pour assurer la continuité écologique entre l'amont de l'étang et l'aval, soit vous rasez le barrage et vous supprimez l'étang. Donc il y a quelques contentieux, et moi on m'a proposé en tant que médiateur, un tribunal m'a proposé ça, d'aller travailler sur un dossier comme ça. Alors j'ai pas pu y aller parce que je connaissais la personne, donc j'ai dû me déporter. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est que dans un sujet comme ça, si le bénéficiaire, enfin le destinataire de la mesure conteste ou a contesté l'arrêté du préfet qui demande la suppression de l'étang ou qui demande la mise en place d'un bypass, si je puis dire, lors de la médiation, on peut trouver des solutions alternatives, on peut discuter. Qu'est-ce que vous proposez, monsieur, pour faire en sorte que la continuité... voilà. Le dossier, d'après ce qu'on m'a dit, c'est réglé en moins d'1 heure de médiation. Et donc voilà, il y a des sujets qui sont très importants. Alors bon, en matière de DUP, déclaration d'utilité publique, vous savez, parfois on déclare d'utilité publique. Pardon, c'est moi la police. Mais bon, on le dira peut-être en urbanisme cet après-midi, mais ça peut jouer également. En matière de réglementation de stationnement, dans les plans de circulation, ça c'est plutôt les maires hein, qui sont concernés. Inverser le sens de circulation, permettre le passage des 2 roues à contresens d'une voie qui est à sens interdit. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités d'aménagement de mesures, voilà, de déplacement d'un arrêt de bus avant, après, de modification de places de stationnement, sur les débits de boissons, sur les horaires, la police des débits de boissons aussi, une fermeture administrative, oui, mais on peut peut-être, quand elle est contestée, on peut peut-être, oui, ok, vous allez ouvrir, mais on va peut-être changer, etc. Bon, on peut très bien, dans un grand nombre de situations, trouver des motifs liés à développer la médiation. Je ne parlerai pas du domaine des étrangers. Je sais qu'il y a ici ou là quelques petits sujets et que ça fait plaisir d'en parler. C'est quand même un domaine régalien par essence, et dans certains cas peut-être, hein, il faut rester absolument ouvert et modeste dans ces domaines-là. C'est quand même extrêmement compliqué, il y a des crispations. D'une manière générale, moi parce que j'aurais peut-être plus la parole après, donc je pense que la médiation, j'en suis mais tellement persuadé que c'est un outil d'intérêt social, parce que ça apaise, hein, beaucoup d'intervenants l'ont dit tout à l'heure, ça apaise la relation entre l'administration et les particuliers. C'est un outil d'amélioration des relations entre l'administration et les particuliers et la population. En cette période où on ubérise un peu tout, ça veut dire que les partis s'autosaisissent, les particuliers sont beaucoup plus impliqués dans la résolution personnelle de leurs conflits, y compris avec l'assistance d'un avocat, mais la difficulté est différente, le résultat est différent, puisqu'ils ont le sentiment d'avoir participé. Donc je pense qu'à terme, si, comme le disait le vice-président tout à l'heure en ouverture, on développe la médiation, ça devient un outil
une niche en tout cas dans le vaste champ du contentieux potentiel administratif, du contentieux administratif potentiel, ça peut contribuer à améliorer de manière sensible les relations entre l'administration et les particuliers. Pour avoir été sur le terrain, je vous dis que tout ce que dit un préfet est contesté, tout ce que dit un maire l'est sans doute un peu moins, mais l'est aussi. Tout ce que dit la puissance publique est aujourd'hui contesté. Donc il faut qu'on puisse renverser un peu la vapeur et démontrer que finalement, quand on se met autour de la table, quand on discute, on peut quand même résoudre pas mal de problèmes. Et deuxième intérêt, c'est un intérêt économique. J'ai évoqué tout à l'heure le sujet des porteurs de projets en matière d'installation classée, de police d'installation classée. Lorsque un industriel s'apprête à développer, à augmenter sa capacité de production d'une usine de papier, par exemple, ou bien de tissu, ou bien de mise en place d'un dispositif de méthanisation qui va permettre d'alimenter le réseau public de gaz, il y a un intérêt économique derrière, il y a même de l'emploi. Quand on rentre en contentieux, on va d'abord devant le juge administratif, devant le TA, pardon, ensuite on va en cour d'appel, voilà. Le dossier n'est jamais purgé avant 3-4 ans, alors même s'il y a des procédures de référé. Donc la médiation, y compris à l'initiative des parties, y compris à l'initiative des porteurs de projets, est un moyen pour réduire considérablement les délais et accélérer la mise en place d'un effectif cette fois-ci, parce que les dossiers sont, comme ils le disent, comme on le dit de manière un peu triviale, sont purgés de tous les contentieux avec un accord de médiation. Donc la médiation, de ce point de vue, ça a un intérêt, vraiment un intérêt économique et sociétal. Voilà ce que je pense et ce que j'essaie de défendre dans mes missions ultimes au sein du ministère de l'Intérieur pour convaincre les collègues du corps préfectoral qui sont très, très faciles à convaincre parce qu'ils ont bien compris qu'il y avait là un outil, un outil pour accélérer ou améliorer l'action publique à travers les actes de police administrative pour revenir au sujet initial. Merci, merci. Je crois que ça nous réjouit tous d'entendre cette parole d'un membre du ministère de l'Intérieur, effectivement, et du corps préfectoral. Je me tourne vers Xavier Libert, qui a été donc premier référent national médiation des juridictions administratives et aujourd'hui médiateur tout-terrain, j'ai envie de dire. Xavier, est-ce que vous avez conduit vous-même des médiations en matière de police et quels en ont été les résultats ? J'en ai conduit un petit nombre en qualité de médiateur. La première est assez amusante. C'est une compagnie de transport touristique dans une grande ville de France qui dispose d'une autorité de police autonome par rapport au maire, donc on devine la ville. Cette compagnie de cars touristiques avait déposé une demande d'agrément auprès de l'autorité organisatrice des transports de cette même région. Pour des raisons de transposition d'un texte européen, cette autorité organisatrice des transports dit « Aujourd'hui, ce n'est plus de ma compétence de délivrer des agréments que cette autorité délivrait auparavant à ce même type de compagnie de transport touristique. » Recours devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif donne raison à la compagnie de transport. Donc, elle développe son activité. Appel devant la cour administrative d'appel. La cour annule le jugement du tribunal administratif. L'autorité de police prend connaissance de l'arrêt de la cour administrative d'appel et constate donc que cette compagnie ne peut plus exercer son activité. Du coup, verbalisation sur la base du code de la route, verbalisation sur la base du code de la consommation, verbalisation pour des montants très importants, voire arrêt des bus et descente des touristes pour que le bus retourne à l'entrepôt. La compagnie saisit le tribunal d'une demande en référé liberté
parce que sinon elle est contrainte de mettre la clé sous la porte et de licencier une soixantaine de salariés. C'était en été, le juge des référés des libertés était bien ennuyé et il propose aux parties une médiation. Contre toute attente, les parties en ont été d'accord, sachant que la commune était elle-même concernée, puisqu'il y avait des règles de circulation et d'autorisation propres à la ville pour les stationnements. Par extraordinaire, la médiation a pu se réaliser, la première réunion, 3 jours après l'audience de référé. Toutes les parties, au mois d'août, étaient présentes, y compris l'autorité de police. On tourne en rond sur des débats juridiques, sur est-ce que la Cour administrative d'appel a bien fait d'infirmer le tribunal, sur le fait que plus tard, il faudrait peut-être envisager un régime de délégation de service public, qui est redevenu concession aujourd'hui, etc. Finalement, il apparaît que chacun ne sait pas quoi faire et que tout le monde attend la décision du Conseil d'État qui a été saisi en cassation. Et petit à petit, on s'aperçoit que soit pour l'instant il y a l'autorité de la chose jugée de la décision de la Cour administrative d'appel et l'autorité de police continue à faire respecter la loi, soit au nom d'un principe d'opportunité des poursuites administratives, à l'instar des poursuites pénales, l'autorité de police met la pédale douce, et c'est ce qui a été convenu. Vous pouvez imaginer qu'à la fin, quand il s'est agi de rédiger quelque chose pour acter de cet accord, le médiateur que j'étais a dit « il n'y aura pas d'écrit là-dessus, nous allons nous serrer la main et nous allons nous faire confiance ». Nous attendons toujours l'arrêt du Conseil d'État. Deuxième type de médiation en matière de police administrative, c'est en matière de refus de concours de la force publique. Vous savez que le refus de concours de la force publique présente 2 aspects. Un aspect de police, exécution d'une décision de justice, et un aspect indemnitaire lorsque les préfets refusent d'octroyer le concours de la force publique pour un motif d'intérêt général. Cette médiation a été acceptée par une préfecture d'une collectivité d'outre-mer et par le propriétaire qui poursuit l'État depuis une petite trentaine d'années et que l'État continue à indemniser régulièrement. Cette médiation a échoué parce que l'État a refusé, compte tenu des relations sociales existantes dans cette collectivité, d'appeler à la médiation les occupants sans titre. La médiation, au départ, concernait le propriétaire et la préfecture. Il est vite apparu aux 2 médiateurs, puisque nous étions 2, que si on ne mettait pas dans la boucle les occupants sans titre, nous n'y arriverons pas, parce que les prétentions du propriétaire étaient totalement exorbitantes aux yeux de l'État, ce qui pouvait d'ailleurs même sur ce point-là se discuter. Je donne cet exemple pour montrer que, contrairement à une procédure contentieuse, un processus de médiation permet toujours, à la condition bien entendu que les parties en soient d'accord, de faire évoluer les personnes participant à la médiation. Et je reste convaincu que
si on avait pu faire venir les occupants sans titre à la médiation, une solution aurait été trouvée. C'est d'ailleurs, j'ai une autre médiation en matière de refus de concours à la force publique dans une autre collectivité territoriale d'outre-mer qui pose exactement les mêmes questions. Et d'emblée, j'ai posé la condition sine qua non qu'on puisse faire venir toute partie intéressée à la médiation, sachant qu'il faut toujours rappeler ce principe de base, c'est que la médiation demeure du départ jusqu'à la fin un processus libre, donc qui ne tente rien n'a rien. Je voudrais citer de nombreux autres cas de médiation, cette fois-ci en ma qualité de délégué du défenseur des droits. Alors là, c'est en pagaille, notamment le droit des étrangers, où nous arrivons à établir un contact avec les préfectures, à faire évoluer des dossiers qui sont bloqués, etc. En matière de droit routier, c'est les forfaits post-stationnement, etc. Heureusement que les délégués des défenseurs sont là, à côté de la juridiction spécialisée, parce que c'est un enfer pour les gens qui vivent ça, alors qu'ils n'y sont réellement pour rien, pour des raisons que c'est trop long de vous expliquer. J'en ai même eu en matière de police des aliénés, ou par des contacts divers et variés avec le procureur de la République, avec les médecins psychiatres, pu obtenir le déménagement, le déplacement d'un aliéné sous contrainte. Le grand obstacle des médiations de ce type d'intercession qu'opère le délégué des défenseurs des droits, c'est l'anonymisation. Dans les médiations telles que nous les évoquons aujourd'hui, là, en ce moment, eh ben, on sait, on a des parties identifiées, on a un médiateur, un juge identifié, etc. Dans tous les gens qui viennent voir les délégués du défenseur des droits, la première chose, c'est qu'ils n'ont pas un nom, ils n'ont pas un interlocuteur, ils n'ont pas un numéro de téléphone, ils n'ont pas une adresse mail, ils n'ont que des adresses génériques et ils ne sont jamais sûrs d'obtenir une réponse. Et là, en amont même de la médiation, il faudrait que les différentes administrations, à la condition que cette culture de médiation se développe, eh bien, commencent par ce refus de l'anonymat. Ensuite, une deuxième question, c'est ça ? Je pensais que vous aviez répondu à la deuxième question, puisque, qui portait en fait sur quels sont les domaines finalement de la police qui se prêtent le plus possiblement à la médiation. Mais alors, je crois que vous en avez déjà cité pas mal d'exemples. Comme Raphaël vient de le dire, en fait, il n'y a pas de tabou, et comme toi aussi tu l'as dit en citant le président Gentot, moi, ma première conviction, c'est la suivante. C'est que, d'un point de vue théorique, au moins, il n'existe qu'une seule hypothèse où il n'y a pas place à la médiation, c'est l'existence d'une compétence liée, car là, il n'y a plus rien à discuter. Dès qu'il y a marge d'appréciation, il y a possibilité, au moins théorique, de médiation. Ma deuxième conviction est qu'il convient moins de raisonner en termes de matière de police, matière de débit de boisson, matière d'immeubles menaçant ruine, etc., qu'en termes de dossier. Chacun ayant sa spécificité et son contexte particulier. Ma troisième conviction, qui est la plus ancrée, c'est que c'est encore moins en termes de matière ou de dossier qu'il convient de raisonner,
mais en termes de protagonistes. Un dossier présentant des caractéristiques totalement identiques, traité à la préfecture du Val-de-Marne ou à celle du Haut-Rhin, département pris au hasard, verra son aboutissement à la satisfaction des parties dans l'un ou l'autre des deux départements et pas dans l'autre. Parce que dans un cas, les protagonistes se seront montrés ouverts au processus de médiation, dans l'autre, non. Cela du fait des parties elles-mêmes, alors même que sur le plan contentieux, les deux tribunaux concernés qui auraient eu à statuer en l'absence de médiation auraient pu également avoir des positions divergentes. En conclusion, surtout en matière de police administrative, la question centrale est celle de la posture des uns et des autres, et en tout cas, en premier chef, celle des autorités de police. Revêtues d'un pouvoir régalien, du privilège du préalable, du pouvoir de décision unilatérale, accepteront-elles, dans le cadre d'un processus donné, de se décaler, de se décentrer? Mon expérience, comme je viens de le dire, me montre que c'est avant tout une question de personne. Sans oublier aucune de ses responsabilités en matière de police, accepter une approche en apparence modeste. Dans ce domaine de médiation, la neutralité du médiateur étant plus cruciale que dans d'autres domaines. Et je crois profondément aux vertus potentielles de la médiation grâce à la présence de ce tiers neutre, bienveillant, qui, s'il s'y prend bien, favorise la reprise du dialogue. Ceci, ça me frappait dans une autre matière que celle de la police administrative, c'est dans celle des contrats publics. Notamment les marchés publics et non pas les concessions. Les concessions, il peut y avoir une médiation en cours de déroulement de la concession, et alors on fait un avenant pour le futur, et on fait un protocole transactionnel pour les dégâts passés. En matière de marché public, ce n'est pas la même chose, puisqu'on arrive au stade du DGD, et toutes les récriminations se sont montées les unes après les autres. Or, dans des très gros dossiers de marché public, de travaux, avec des grosses entreprises et des grands maîtres d'ouvrage publics, vous pensez bien qu'ils n'ont pas attendu que le tribunal administratif leur propose une médiation. Ça fait des années qu'ils négocient avec leurs techniciens, avec leurs juristes. Et souvent, les négociations ont été longues, ont avancé petit à petit. Mais à la fin, il y a quelque chose qui accroche et ça se bloque. D'où recours contentieux. Et récemment, proposition par les juridictions d'une médiation. Le médiateur qui participe à cette médiation constate que les gens qui participent à la médiation, les techniciens, les juristes, les avocats, du côté des maîtres d'ouvrage et de l'entreprise, se connaissent tous depuis des années. Et pourquoi ce qui était impossible auparavant devient tout d'un coup possible au bout de 2, 3, 4 réunions au cours de la médiation. Pourquoi ? C'est le mystère de la boîte noire. Et j'invite toutes les personnes qui s'intéressent au processus de médiation de participer à une expérience de médiation. Car il n'y a que là qu'on voit comment ça se passe. Le suspense est total. Merci Xavier Libert. Et donc, Madame Perrodin, je vous donne la parole pour finir. Nous ne rabioterons pas votre temps de parole, rassurez-vous, quitte à décaler un petit peu l'heure du repas, mais je crois que le sujet est tellement intéressant que vous êtes tous prêts à faire ce petit effort d'une dizaine de minutes encore avant de passer à table. Mais je vous rassure, compte tenu du nombre d'absents, vous pourrez avoir double ration. Donc, je crois que ça doit pouvoir vous motiver pour rester.
Madame Perrodin, Oui. vous avez, je crois, déjà vous-même conduit une médiation, enfin vous avez une expérience de médiation réussie en matière de police. Oui, tout à fait une. Et je vais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Monsieur le Préfet. Moi, j'ai eu la chance de mener une médiation sur la gestion, modification de gestion d'un étang. Donc, il s'agissait de la contestation d'un arrêté préfectoral complémentaire à un statut de plan d'eau fondé en titre reconnu. C'est-à-dire fondé en titre, ça veut dire qu'il avait déjà une autorisation, il n'avait pas besoin d'autorisation préfectorale. Il n'empêche que un arrêté est intervenu, c'est à peu près, on est en 2017, pour fixer des prescriptions sur 4 domaines, notamment la vidange, la crue millénaire et l'évacuation, les prescriptions concernant le barrage et l'implantation de la vidange, je ne sais plus si je l'ai dit, oui, et l'implantation d'un moine. Alors c'est vrai que j'ai appris ce qu'était un moine, c'est pour permettre effectivement de moduler la température de l'eau pour qu'elle puisse repartir ensuite dans les cours d'eau. Cet étang situé dans une petite commune mais avec une superficie conséquente, est la propriété d'une SCI composée de 14 associés. Et ont pris la main pour déposer un recours à l'encontre de cet arrêté préfectoral en sollicitant, donc avaient fait appel à un avocat parisien, parce que nous sommes en province, je le précise, pour diligenter cette requête, tout en bien sûr précisant qu'il souhaitait une médiation. Sur ce, le tribunal a demandé à la préfecture si la préfecture était d'accord pour partir en médiation, ce qui a été accepté. C'était la première fois où la préfecture a accepté. Donc, je suis saisie, je reçois l'ordonnance avec un délai de 3 mois. Ça fait partie de mes freins, les délais, parce que je trouve que le processus de médiation se passe en réunion, mais se passe aussi entre les réunions, parce que dans ce cas-là, il y a eu du travail qui a pu être fait par les parties. Donc, ma mission, c'est je reçois le dossier, j'ai un avocat, donc je vais pouvoir le contacter pour avoir les coordonnées et lui expliquer comment je vais procéder, avoir les coordonnées de ses clients, pour ensuite prendre contact avec eux et fixer une date de réunion pour un entretien individuel, parce que je reçois individuellement chacune des parties. Ensuite, j'ai la préfecture, j'ai un courrier d'acceptation, je n'ai pas vraiment de référent, j'ai un service avec une personne. Je me dis, là, il va falloir que je cherche qui va pouvoir venir en médiation. Donc, je contacte cette personne et qui me donne le nom d'une, 2, 3 personnes. Effectivement, la police de l'eau est concernée et l'inspection des ouvrages hydrauliques également. Donc, je prends contact avec les 3 personnes pour convenir d'une réunion commune par rapport à la préfecture. Donc, je reçois les représentants de la SCI, ils viennent à 3. Je leur demande si effectivement pour la suite ils souhaitent poursuivre à 3 et ils m'indiquent que oui parce qu'ils se sont répartis les rôles et donc le dossier est en cours depuis un certain nombre d'années pour arriver depuis 2013 de mémoire pour arriver à un arrêté de fin 2017. Donc je leur expose qu'est-ce que c'est que la médiation, comment ça va se passer. J'essaie bien sûr dans le cadre de cet entretien d'instaurer de la sécurité, de la confiance. Puis bien évidemment, je vais leur expliquer comment ça va se passer, le déroulé. Je vais leur proposer la signature d'une convention de médiation avec le rôle de chacun, notamment le mien, où je suis impartiale, indépendante, neutre. Puis aussi avoir peut-être un esprit aussi créatif dans la médiation en ne disant pas je vais imposer une solution, il n'empêche que peut-être avoir une idée de ce qui a pu se faire dans un autre dossier pour éventuellement proposer, lancer des pistes. J'explique, après je leur donne la parole bien sûr, et ils vont m'expliquer quel est le problème. Donc l'entretien dure 2 heures. Donc là, vraiment, on est sur... je les écoute parce que c'est une écoute empathique. Écoute empathique, c'est vraiment être présent et à l'écoute de l'autre tout en y restant chez soi. Enfin, c'est la définition que je donne. Donc je les écoute. Vraiment, il y a du ressenti, il y a de l'émotion. Parce qu'effectivement, cet étang est dans la famille depuis des années, voire des siècles. Et qu'aujourd'hui, avec les prescriptions qui sont imposées par la préfecture, qui ne les a pas écoutées,
ça met en péril la suite parce que c'est coûteux notamment, et puis ils ne comprennent pas, il y a vraiment un besoin de compréhension, parce que quelles sont ces dispositions, est-ce qu'elles sont vraiment, elles sont vraiment obligatoires, etc. Donc voilà, un entretien de 2 heures. Et à l'occasion de cet entretien, ils me disent, attention, on a signé une convention par rapport au barrage avec le département, qui est propriétaire de la voie. Donc ce serait peut-être intéressant que le département soit dans le processus de médiation. Pas de souci. Je reçois par la suite les 3 représentants de la préfecture, où c'est vrai qu'on a une image un peu froide de cette institution, et donc un a priori un peu en disant oui, médiation, qu'est-ce que ça va pouvoir apporter. Donc je leur explique exactement la même chose, et je leur dis, donc je les laisse parler, s'exprimer. Eux aussi, hein, ils se disent, attendez, on est allé sur place pour un d'entre eux, alors vraiment on a été reçus d'une façon inadmissible, etc. Donc il y avait de l'émotion. On peut se dire, préfecture, pas d'émotion, pas de besoin, mais si ce sont des hommes avec les mêmes besoins, les mêmes émotions que les autres. Donc ils ont pu évacuer. Et puis bien évidemment, je leur ai dit, il y a eu une convention, est-ce que vous seriez d'accord, bien évidemment, pour que le département soit parti. Pas de souci. Et je leur ai demandé également l'autorisation, entre guillemets, en disant, il y a un avocat, parce que eux, la préfecture n'a pas d'avocat, donc je leur demande, il y a un avocat pour les requérants, est-ce que vous êtes bien sûr d'accord pour que l'avocat soit présent? Pas de difficulté. Donc, il faut indiquer également que ça prend du temps. Pourquoi? Parce que déjà, pour avoir les bons interlocuteurs, et puis on se retrouve à 10. Donc avec les agendas de chacun, pour trouver la première réunion de médiation, j'ai dû avoir l'ordonnance au mois de janvier, les entretiens individuels se sont mis en place au mois de février, et ensuite, première réunion début avril, parce que l'agenda des uns et des autres faisait qu'on ne pouvait avoir qu'une seule réunion. Donc on se retrouve dans la pièce. Moi, je ne travaille pas autour de la table, parce que je ne travaille pas avec une table, mais dans ce cas d'espèce, la table a été utile pour la suite. Donc, chacun, ça a duré 3 heures. Et là, j'ai pu m'appuyer sur l'avocat qui était présent, parce que avant, bien évidemment, je lui ai posé la question de savoir si déjà il avait fait de la médiation, s'il avait déjà accompagné des clients à lui. Donc oui, c'était le cas. Donc voilà, il avait une posture, non pas une posture dans un prétoire, mais une posture en tant qu'accompagnant et expert du litige. Donc chacun a pu s'exprimer, donc il a fallu aussi, je veux dire, on est un peu aussi facilitateur de communication, hein, donner la parole aux autres. Donc là, je leur fais signer la convention de médiation, avec bien évidemment la confidentialité, parce que ça c'est extrêmement important pour que chacun puisse s'exprimer en toute confiance et sécurité, sans se dire si je dis ça, si jamais on n'aboutissait pas à un accord, ça puisse être répété, ça a été dit tout à l'heure. Donc vraiment ça, très très important. Donc en rappelant les règles, hein, chacun s'exprime en parlant à je, la première personne, et puis en essayant de ne pas se couper. Donc il y a eu une fluidité qui a été mise de façon assez rapide. Bon, bien évidemment, on sentait que entre certains protagonistes, j'ai employé le protagoniste parti, c'était un peu compliqué. N'empêche que le soufflet de l'émotion a pu être vidé. Et c'est ça aussi le plus d'une médiation, c'est que un juge, il ne va pas aller sur le terrain des émotions, il va aller sur le terrain du droit essentiellement, de l'équité, mais pas sur le terrain de l'émotion. Alors que l'émotion, c'est tellement important, en disant moi, il s'est passé ça, et j'aurais aimé qu'il se passe ça, et je n'ai pas été entendu. Donc ils ont pu s'exprimer. Et puis très rapidement, à la fin, on a pu convenir d'une seconde réunion, et en se disant, dans l'intervalle, qu'est-ce que chacun va pouvoir faire? Donc il y a eu un travail qui a été donné à chacun, parce que chacun était vraiment impliqué, et notamment les représentants de la SCI ont mis c'était aussi de leur intérêt, ont mis une énergie à produire tous les écrits, toutes les études qu'ils avaient pu obtenir au préalable, l'administration également de son côté, le département aussi, et on a fixé une réunion suivante qui devait être au mois de juin. Là également, la date a été un peu compliquée à trouver. Dans l'intervalle au mois de mai, les représentants de la préfecture sont allés sur place. Et là, on pu voir, parce que certains n'avaient pas été sur place, on pu concrètement voir comment ça fonctionnait. Et ça a été très positif, parce qu'au mois de juin, voilà, ils ont pu se dire, voilà, on a pu constater telle et telle chose. Et là, il a été décidé de mettre en place la rédaction d'un nouvel arrêté.
Donc, également 3 heures de réunion là autour de la table, et puis avec un travail qui a été donné aussi dans l'intervalle. Les vacances de juillet, août n'ont pas facilité les choses. On s'est revus au mois de septembre avec l'arrêté, projet d'arrêté modificatif rédigé. On a vu, les parties ont vu si c'était possible, pas possible. Il y a eu des modifications qui ont été apportées. Dans l'intervalle, 3e réunion, et là on avait un changement de direction au niveau de la police des eaux. J'ai eu une petite, je me suis dit, j'espère que le prédécesseur a pu informer sa nouvelle collègue. Bon, il n'y a pas eu de difficulté. Voilà, donc l'arrêté était quasiment bouclé. Il a pu être soumis au CODERST pour avoir un avis. Et par la suite, au mois de novembre 2018, il a pu être signé par le préfet. J'ai réuni les parties une dernière fois pour signer un accord de médiation pour dire reprendre ce qui s'était passé, et puis pour dire que finalement le processus était arrivé à son terme. Et ensuite les requérants se sont désistés de leur requête sans solliciter l'homologation de... il n'y a pas d'homologation dans la mesure effectivement où l'arrêté avait été un arrêté modificatif à des reprises. Donc voilà, c'est pour dire, j'ai mis du temps, ce qui peut m'être un peu reproché, et n'empêche que c'était nécessaire pour que chacun a contribué, notamment bien sûr les propriétaires, parce que c'était encore une fois leur intérêt, mais la préfecture aussi, en disant, ont aussi appris des choses qui étaient apportées par les propriétaires de cet étang, etc. Donc vraiment, c'était très, très fructueux. Ce dossier s'est fait dans la construction de la solution et en coopération. Il n'est plus question en médiation de compétition, mais de coopération. Et c'est ça qui est très positif. Voilà. Et c'est vrai qu'à la suite, les représentants de la préfecture étaient contents. Et ont sollicité, parce qu'il y avait 2 autres dossiers également de ce même type, mais malheureusement les propriétaires n'ont pas souhaité partir en médiation. Voilà. Merci Maître pour ce témoignage, c'est une belle histoire, on attend c'est l'adaptation cinématographique. Ça montre en tout cas, c'était intéressant de rentrer dans les détails de ce processus parce que ça montre quand même la dimension psychologique des médiations. Il y en a plein de belles histoires qui peuvent aussi Oui. Et s'écrire. alors que chacun part avec une posture institutionnelle ou administrative, effectivement derrière, y compris comme vous avez raison de le dire, du côté de l'administration, il peut y avoir de l'émotion, de l'affect, voilà. Donc c'est vraiment intéressant pour ça. Ça montre aussi un autre point, je pense, c'est que là on parle de police en matière de façon générale, mais en réalité à l'intérieur de la police, il y a, je pense, plus de facilité, quand même plus de marge de manœuvre pour des cas où en réalité ce sont des mesures individuelles qui sont prises, comme les installations classées, des choses comme ça, où en fait le nombre de parties est assez facile à circonscrire, par opposition aux mesures de police réglementaires, où là on va parler d'interdiction de stationner, d'interdiction de manifester, etc., où là on touche un nombre beaucoup plus important de personnes et beaucoup plus difficile à identifier. Donc c'est peut-être là aussi un champ qui est un peu moins facile. Avant de redonner la parole à Xavier, je voulais juste faire témoigner peut-être le président du tribunal de Poitiers, je crois, parce que en matière vous avez eu un succès, je crois, en matière d'arrêté de stationnement, la commune de Ginolas ou Gilonas, non, c'était pas chez vous, ça vous dit rien? Pardon. Alors en tout cas, j'ai vu qu'il y avait un tribunal qui avait eu alors que là on est sur du réglementaire et pourtant il y a quand même eu une réussite. Vous voulez répondre? Non, ça vous dit rien? Bon, alors c'est moi qui dois... Xavier Libert, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que sur un point tout à fait pratique pour mes anciens collègues, c'est qu'on ne sait jamais au départ comment va se dérouler une médiation. Il y a des tas d'impondérables, ne serait-ce que de réussir à monter une réunion, le temps qu'on prend à trouver un accord sur une date et un lieu. Et donc, je pense que pour l'instant, on en est encore au début, mais il faudrait que dans les juridictions, on puisse vraiment formaliser de façon souple les relations entre les médiateurs et un référent, un correspondant bien identifié au sein de la juridiction, de façon à ce que, naturellement, le médiateur puisse informer régulièrement le tribunal de l'état d'avancement de la médiation. Ça demanderait à être formalisé dans l'organisation des juridictions.
crois ça va être l'heure du déjeuner. J'imagine qu'il y a beaucoup de frustration dans la salle. Il y aurait peut-être eu des questions. Je suis désolé de ne pas pouvoir les prendre. Mais ça n'empêche pas, si vous voulez, d'entamer l'après-midi par une question ou deux sur la police, si véritablement il y en a qui vous tiennent à cœur. Et bien sûr, le déjeuner va être aussi la possibilité d'échanger, et continuer d'échanger. Le placement est libre. Bon appétit à tous et on se retrouve vers 14h. Merci à tous les trois.